Bonjour à tous. Il a commencé avec un lopin de terre aride, quelques fruits et légumes, de la patience. On l'a alors regardé comme un illuminé, mais c'est lui qui a illuminé le monde de son credo. On ne peut pas empoisonner la terre qui nous nourrit. Bonjour Pierre Rabhi. Bonjour. Vous êtes à la fois philosophe, agriculteur et fondateur du mouvement Colibri. Vous êtes finalement devenu une sorte de Gandhi de l'agriculture. La grande question aujourd'hui, pour moi, à mon petit niveau, l'humanité va où? Voilà. Et je reprends souvent je pense que la formule de Fournier, nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons, commence à devenir une évidence. C'est-à-dire que finalement, on ne sait vraiment pas si aujourd'hui nous sommes en train de construire une histoire durable ou si nous sommes en train de rentrer dans des ruptures qui risquent d'être extrêmement préjudiciables aux générations qui arrivent. Vous êtes la référence de beaucoup de monde, de Nicolas Hulot à Leonardo DiCaprio, en passant par Marion Cotillard, pour la construction d'un nouveau projet de société. Vous avez participé à l'élaboration de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, et puis vous êtes reconnu comme un expert international pour la sécurité alimentaire. Vous dites c'est dans les utopies d'aujourd'hui que sont les solutions de demain. Alors nous allons parler d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Commençons donc par hier. Merci. Yesterday. Votre histoire, vous la racontez dans un livre pour les plus jeunes, L'enfant du désert, paru chez Plume de Carotte. Vous naissez dans une famille musulmane de Kenazza, une oasis dans le sud de l'Algérie. Votre père est forgeron, mais aussi musicien, poète. C'est de lui dont vous avez tiré ce double rapport à la vie, à la fois manuel et intellectuel. Et puis, votre mère meurt de tuberculose alors que vous n'avez que 4 ans. Est-ce que vous gardez un souvenir d'elle? Hélas non, puisque je n'ai qu'un souvenir extrêmement flou. Ma mère reste une espèce de personne très floue dans mon esprit. Je n'ai que des images très fugaces. C'est d'ailleurs une de mes difficultés probablement dans la vie, c'est de n'avoir pas une image précise de la personne qui m'a mis au monde. On a l'impression que je suis venu au monde, je ne sais pas comment. Voilà. La terre est une mère, elle vit, elle respire, elle se nourrit, elle enfante, elle n'est pas inerte, insensible, dites-vous. La terre-mère a-t-elle d'une certaine façon remplacé celle qui vous a tant manqué? Oui, probablement dans mon inconscient. C'est-à-dire qu'il est probable que dans l'inconscient, cette quête de la mère ait été personnalisée quelque part par la terre. Votre père vous confie à l'âge de 5 ans, soit 1 an après la mort de votre mère, à un couple de Français, un ingénieur et une institutrice, venus travailler dans les houillères du sud oranais. Et à 16 ans, vous les suivez à Oran. Vous vous convertissez au christianisme et vous changez de prénom. Rabat le musulman devient Pierre le catholique. Est-ce une évolution vers une nouvelle vie ou un reniement de l'ancienne vie? Non, il n'y a pas de reniement. Et puis, il faut dire que j'avais une certaine, l'adhésion au message évangélique, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, m'a paru être ce qui manque le plus à le monde d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez que votre père ait pu prendre cette main tendue vers le christianisme comme une gifle à son égard et à l'égard de sa religion? Je le comprends, mais ce qui a primé chez lui, c'était mon intérêt et non pas simplement ce qui lui convenait à lui. Mais vous ne le reverrez plus? D'une façon très très rapide à Oran. Quand j'étais à Oran, je l'ai vu pratiquement sur un trottoir et puis après ça a été fini. Et quant à votre père adoptif, gaulliste, il vous met à la porte le jour où vous critiquez le maréchal Juin, proche du général de Gaulle, et qui s'oppose à l'indépendance du Maroc. Comment se construit-on quand on se sépare de vous en permanence?
Oui, c'est pas facile à construire parce que de rupture en rupture, il faut reconstituer une histoire. En plus, dès le départ, je passe d'un monde musulman au monde chrétien avec les contradictions. D'un côté, le monde musulman, il faut pas boire de vin, il faut pas manger de porc, et de l'autre côté, ma mère bourguignonne, Oui. le vin était en quelque sorte presque un symbole important. Le porc, bon, saucisson, jambon, etc., etc. Et donc, c'est assumer ces contradictions. C'est à la fois difficile, mais c'est à la fois très, très initiatique, où l'on voit finalement les clivages entre les cultures, même en partant de cette banalité. Vous partez à Paris pour devenir un ouvrier spécialisé. Vous tombez amoureux de Michel, qui travaille avec vous. Et vous avez naturellement envie de vivre avec elle, mais aussi de vivre autrement, plus proche de la nature. C'est la nature qui vous a attiré ou l'usine qui vous a fait fuir ? Non, il faut dire que je m'intéressais beaucoup à la philosophie et donc à l'interrogation des humains et des philosophes en particulier sur la condition humaine. Et à tort ou à raison, moi j'avais l'impression que dans le système tel qu'il est, il y avait une espèce de convention, donne ton existence et on te donne un salaire à vie en attendant de te libérer à la retraite. Ça m'a paru, à tort ou à raison, une forme d'aliénation humaine qui passait qui faisait rentrer l'être humain dans une certaine incarcération à vie, en lui parlant constamment de liberté. Et pour expliquer les choses, je disais, de la maternelle à l'université, on est enfermé, tout le monde travaille dans des boîtes, des petites, des grandes boîtes, etc. Pour s'amuser, on va en boîte, on y va dans sa caisse, il y a la boîte où l'on rassemble les vieux, en attendant la dernière boîte ou la dernière urne, ou peu importe ce qui se passe. Pendant ce temps-là, la vie nous offre tellement de belles choses, des beaux couchers de soleil, elle offre des merveilles, etc. Mais nous ne sommes pas présents pour les apprécier. Et dans les années 60, vous partez vivre en Ardèche, bien avant le mouvement néo-rural. Oui. Vous testerez plus tard l'agroécologie. Vous créez en 2007 le mouvement Colibri. Votre credo, c'est la sobriété heureuse, vivre avec peu, respecter la nature. Autant dire que vous êtes très malheureux en voyant le monde tel qu'il va, non ? On peut pas dire, dès que vous écoutez les informations, on peut pas dire que la planète va bien. Moi, j'imagine des extraterrestres en train de nous observer. Ils peuvent pas dire que nous sommes intelligents. Nous avons une planète magnifique. Tout ce qu'on fait, c'est détruire, polluer. On en a fait un champ de bataille et d'égorgement. On consacre beaucoup plus de moyens à l'art de tuer qu'à s'occuper de la vie, etc. Je peux pas dire que ça soit intelligent. Et maintenant, parlons d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous publiez votre nouveau tome de vos carnets d'alerte avec Juliette Duquesne aux presses du Châtelet, les excès de la finance ou l'art de la prédation légalisée. Alors, vous dénoncez les pratiques du monde financier qui ont mis à mal notre société. C'est la finance qui met à mal nos terres, nos récoltes, nos agriculteurs. Oui, parce qu'elle est devenue obsessionnelle. Pourquoi, diable, avoir accumulé de l'argent? Je vois vraiment pas l'intérêt. Et ça me rappelle une petite histoire du pêcheur qui est là, tranquille, passe un monsieur très sérieux, il fait sécher ses filets, il y a un monsieur très sérieux qui passe, qui lui dit « Monsieur, la barque là-bas, elle est à vous ?» Il dit « Oui, mais elle est petite, pourquoi vous pourriez en avoir une plus grande ?» Et alors il lui dit « Et après ?» Après, vous allez avoir un petit bateau, vous allez embaucher des gens, vous allez gagner encore de plus en plus d'argent. Et après, vous vous reposerez. Et c'est ce que je suis en train de faire. J'adore cette histoire. Voilà. Selon vous, et elle est tellement, tellement vraie. Elle est très philosophique. Ouais. On a un ancien banquier comme président de la République. Est-ce que ça vous inquiète? Non, enfin moi je pense que je n'ai pas de jugement par rapport à la personne. Ce que je remets en question, c'est le modèle lui-même qui oblige à gérer de cette façon. Voilà, c'est ce modèle-là, c'est-à-dire le paradigme au cœur duquel on met le profit,
Je ne l'approuve pas. Est-ce que vous pensez qu'il peut le changer, ce système? Ça, je ne suis pas dans sa conscience, je ne suis pas dans ses intentions, je ne suis pas dans tout ça. Donc je ne peux pas juger de la... Peut-être que cette personne, elle est sincère, elle veut faire pour le mieux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de la complexité de notre monde et du système, est-ce qu'on peut faire comme ça ce qu'on a envie? Non, il y a des résistances de tous les côtés. Il y a l'histoire du travail qu'il faut maintenir, le chômage, etc. Il y a une multitude de menaces. Et c'est pour ça que moi, je ne peux pas juger une personne parce que je ne suis pas dans sa conscience. Mais voilà, il fait ce qu'il peut. Et comment jugez-vous la politique actuelle d'Emmanuel Macron et du gouvernement? Les vents sont-ils favorables à l'agroécologie et à l'écologie en général? L'écologie, ça devrait être une conscience, ça ne devrait pas être simplement un parti ou autre chose. Bon, j'ai mon ami Hulot qui fait ce qu'il peut, mais l'écologie, ça vous concerne, ça me concerne, ça concerne le président de la République, ça concerne les enfants à naître, ça concerne la vie, ça concerne les baleines, ça concerne les éléphants. L'écologie est l'état fondamental. J'invite à ce que les gens lisent La planète au pillage de Osborne, publié en 1947 et qui explique comment, finalement, l'humanité est devenue le premier, disons, accident écologique, c'est l'être humain. L'arrivée de Nicolas Hulot au gouvernement, qui se réclame de vous et de vos idées, c'est inespéré ou c'est désespérant de voir un résistant pris par le système? Écoutez, on a le sens de l'engagement. Donc l'engagement, c'est si on peut faire avancer, positiver quelque chose, faisons-le. Je pense qu'il doit essayer de faire tout ce qu'il peut dans la mesure de ce qui est possible dans le contexte d'aujourd'hui. La machine ne va-t-elle pas un peu trop vite et un peu trop fort pour lui, justement? Peut-être, je ne sais pas. Moi, je pense que de toute façon, il fallait bien qu'il s'engage. Je pense que c'est peut-être quelque chose de difficile, mais le peu qu'il peut faire avancer, c'est toujours ça. C'est-à-dire que si soit nous prenons conscience qu'on ne peut pas laisser durer les choses comme ça, et donc les réformes devraient être assez rapides. Se donner certes des échéances, parce qu'on ne peut pas sauter à pieds joints d'une logique à une autre. Mais aujourd'hui, il faut que nous devenions intelligents. Et c'est ça le problème, c'est que devenir intelligent, c'est comprendre qu'on ne peut pas détruire la vie et prétendre survivre. On ne peut pas survivre en détruisant la vie. Il n'y a rien de plus simple. En tout cas, le retrait des États-Unis des accords de Paris, de la COP21, doit vous désoler. Mais on se dit, voilà, c'est une catastrophe pour nous tous. Et en même temps, ça permet aussi peut-être de donner plus de force à ceux qui résistent, non? Moi, je ne vois pas... avec tout le respect que je dois aux gens, on fait des réunions sur ceci, des réunions sur cela. La COP23 ? C'est comme si on était face à un incendie et puis on discute sur la couleur du seau, sur où est-ce qu'il faudrait, quelle eau il faudrait prendre, est-ce que c'est celle de la rivière ou celle du lac, etc. Pendant que le désastre est là, en activité, on n'arrête pas de débattre sur comment éteindre le feu. C'est stupide. Il faut maintenant... Soit nous sommes capables de prendre des décisions radicales parce que l'enjeu est terrifiant et est énorme pour l'avenir de l'humanité, soit on continue à discutailler autour de ceci ou de ça sans prendre des résolutions qui urgent vraiment aujourd'hui. Vous dites on mange tellement de choses toxiques que ce n'est pas bon appétit que j'ai envie de dire aux gens, mais bonne chance. Vous confirmez qu'en jouant sur l'agriculture, on joue sur notre santé et sur notre avenir? Absolument, c'est-à-dire que ce que je vois jamais... Je vois jamais les débats sur la terre. Et là, je prends ma casquette d'agroécologiste. La terre est un organisme vivant. Des vers de terre, des insectes de toutes sortes, des bactéries de toutes sortes. Et tout ça, c'est une espèce d'organisme vivant d'une façon extraordinaire. C'est lui qui a donné la vie. Mais si cette terre-là est empoisonnée par des substances chimiques, évidemment, ces substances chimiques, la plante les prélève. Et quand nous consommons ces plantes-là, effectivement, ça justifie beaucoup plus de dire bonne chance que bon appétit. Vous écrivez, l'agriculture devrait être la première activité de santé. Le paysan doit précéder le médecin. Le bio, est-ce vraiment la solution aujourd'hui? C'est évidemment la solution. Parce qu'on ne peut pas manger une nourriture frelatée qui est dénaturée,
consommer cette nourriture et croire que nous pouvons maintenir la santé. Je ne suis pas spécialiste, mais il y a un nombre important de pathologies qui sont, malheureusement on ne fait jamais les études précises, qui sont liées à l'alimentation frelatée. Et le défi est de taille, parce que le bio ne représente que 1% de la surface agricole utile dans le monde. Oui, ben écoutez, là c'est une question aussi d'enjeu par rapport à l'éveil, à l'éveil des consciences. J'aimerais aussi avoir votre réflexion sur une autre actualité. Vous qui êtes musulman, qui vous êtes converti au christianisme et qui aujourd'hui n'avez pas vraiment de religion, quel regard portez-vous sur l'islam en France ? Il y a eu évidemment tout un enjeu historique du rapport entre le christianisme, l'islam, entre le nord et le sud, entre l'Occident et l'Orient, enfin tout ça, c'est tout ce qui a constitué l'histoire antérieure. Alors il y a dans cette histoire antérieure des contentieux. Mais après, bon, ben, il y a les exactions, les extrêmes, parce que c'est pas lié simplement à des questions religieuses, c'est lié à toute une question historique de revanche sur l'histoire et de mécontentement et de frustration concernant l'histoire. Et tout ça, c'est l'humain. Quand on rentre dans une espèce de mélange de choses contradictoires qui donne aujourd'hui une société qui n'est loin d'être apaisée. Et maintenant, parlons de demain. Technologic. Technologic. Et demain, le changement, donc, viendra plus du peuple que des élites, selon vous ? Ça, il peut y avoir des élites éclairées, hein, je veux dire, ça dépend comment... C'est pas interdit. Voilà, c'est pas interdit du tout. Nous avons énormément d'aptitudes, mais peu d'intelligence. Parce que si nous étions intelligents, nos aptitudes seraient évidemment organisées pour une évolution positive de notre histoire. Et c'est pas le cas. On a énormément d'aptitudes, on fait voler des avions, on fait des miracles technologiques, mais ça change quoi ? Ça change quoi ? L'autre jour, en plus, je rentre dans un wagon de train qui m'amène de Paris, gare de Lyon, à Montélimar, ma gare puisque je vis en Ardèche. Je rentre dans le wagon, personne ne se parlait. Pourquoi ? Vous savez pourquoi les gens ne se parlaient pas ? Parce qu'ils étaient tous équipés d'instruments de communication. Vous voyez la contradiction ? Et donc ce temps de voyage qui avant était convivial, d'où vous venez, est-ce que vous pouvez prendre une rondelle de saucisson, et toute cette convivialité, ben là, elle était totalement neutralisée par le fait que chacun était en train d'agiter la tête dans le nirvana, etc. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça déshumanisé. C'est-à-dire que on a confondu communication et relation. Nous avons besoin de relations. Nous avons besoin de sortir de nos forteresses mentales qui nous bloquent dans les trucs où on regarde l'autre comme s'il c'était pas un être humain. Donc il faut qu'on arrive maintenant à humaniser nos relations et il faut sortir des illusions. Voilà. Et pour clore chacun de ces entretiens, je pose une question récurrente, la question deuxième chance. Si vous reveniez sur Terre en sachant ce que vous savez, que feriez-vous de votre deuxième vie ? Bah, déjà, je ne sais pas si j'aurais pas des hésitations à revenir sur Terre. En me demandant est-ce que je ne perds pas mon temps, etc. Moi, je pense que je serai ce que je suis. C'est-à-dire rentrer dans la défense autant que possible, modestement, dans ce que j'ai... Je ne renie pas ce que j'ai fait. Voilà. Je pense que je referai ce que j'ai fait. Proposer l'agriculture écologique pour lutter contre la faim dans le monde, et notamment auprès des pauvres. Être un écologiste radical, mais pas non plus tétanisé, je veux dire, mais quand même dans cette exigence-là. Et puis, beaucoup œuvrer pour que les enfants soient éduqués autrement que dans la compétitivité qui les angoisse et qui prépare un adulte angoissé, un adulte compétitif, où il faut toujours dominer. Et cette notion de dominer. Et l'élément
fort pour moi, qui est aujourd'hui vraiment une carence énorme, c'est la subordination universelle de la femme. La femme représente le féminin, et le féminin est une des composantes qui est liée au masculin, et c'est ça qui donne la plénitude. Et je ne vois pas pourquoi les femmes sont subordonnées sur l'ensemble de la planète. Voilà ce que j'aimerais retravailler à ça avec mes petits moyens de colibri, mais en tout cas, c'est probablement ce que je referai. Merci beaucoup, Pierre Merci Rabhi. à vous. Très bonne journée à vous. Très bonne journée à tous sur LCI.